Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous portez un nom mythique, celui d'une famille de mécènes tellement discrète qu'elle n'a jamais eu recours au moindre effet pour défendre des causes chères à sa vision de l'humanité. Parmi celles-ci, l'art, les jardins et la sauvegarde du domaine de Chantilly. Un passé encore très présent dont vous préparez le futur. Bonjour Prince Ami Aga Khan, bonjour Votre Altesse. Bonjour. Alors c'est vrai que l'Aga Khan, c'est un nom qui fait rêver. En même temps, il y a la Biennale de Paris cet été, ces jours-ci à laquelle vous êtes associé dans le comité d'honneur. Et on va évoquer, si vous en êtes d'accord, à travers des dates clés, votre famille, tout ce que vous avez fait et cette Biennale. Alors on y va. Et la première date, je précise que vous êtes le frère de Karim Aga Khan, voilà. L'Aga Khan actuel. Actuel. Voilà. Alors, succédé à mon grand-père. Voilà. Et justement, on va parler de votre grand-père et votre père à travers le 11 juillet 57. Je crois que c'est ce jour-là que le prince Karim Aga Khan devient le prince Aga Khan IV. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous étiez présent à cette cérémonie? Oui, on a lu le testament de mon grand-père, qui nommait mon frère en tant qu'imam des Ismaélis. Et voilà, ça s'est fait comme ça très simplement. Il est le 49e imam de 15 millions d'Ismaéliens. D'ailleurs, on va écouter sa voix. Ladies and gentlemen, I thank the co-hosts for organizing this much needed initiative. C'est votre frère qui parle dans un discours. Il en a fait beaucoup. Alors, l'Aga Khan, c'est un nom mythique finalement. C'est une légende dont on ignore le titre. C'est un titre héréditaire. Un titre héréditaire qui a été inventé, qui n'était pas le titre normal de la famille. Normalement, on s'appelle Al-Husseini. Oui. Mais l'Aga Khan était un titre qui a été inventé, qui veut plus ou moins dire le chef des chefs. Voilà. C'est-à-dire que les Ismaéliens nizarites, on ne sait pas très bien ce que c'est en France. Qu'est-ce que c'est? C'est une subdivision de la branche chiite, oui. Des musulmans. Mais en même temps une branche pacifiste qui prône la paix. Oui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Aga Khan, c'est une des autorités les plus respectées en Asie centrale, Votre Altesse. J'espère. Oui, mais ça veut dire aussi, oui, effectivement, ça veut dire beaucoup de travail pour tout ça. Oui, absolument. Alors, la reine Elisabeth a décerné, je crois, à votre frère, donc l'Aga Khan IV, le titre d'Altesse. Oui. Ça s'est passé comment? Oh, je ne sais pas quelle en était la date. Malheureusement, je n'ai pas une tête. C'était en 57, c'était juste après son arrivée. Oui. Mais c'était un titre qui n'existait pas, qu'elle lui a décerné. His Highness, qui existait déjà avant. Oui. C'est mon souvenir. Enfin, j'étais pas né à l'époque. J'ai l'impression que c'est la reine Victoria qui avait donné ça à mon aïeul. Exactement, au prince Aga Khan III. Voilà, de l'époque. Voilà. Et le Shah d'Iran lui a attribué le titre d'Altesse royale à votre frère, l'Aga Khan. Oui, parce qu'on descendait des Qajar. Alors, en revanche, l'Aga Khan, c'est un titre, mais vous êtes vous êtes des princes sans royaume. C'est ça. C'est-à-dire, expliquez-moi. Oh ben, à l'origine, je suppose qu'on avait un royaume en Iran à une certaine époque, et ensuite, on n'a plus jamais eu de royaume, mais en plus les Ismaélis habitent tout à travers le monde maintenant, et donc on n'a pas de centre, si vous voulez, visible du point de vue nombre d'Ismaélis ou nombre de gens. Oui, en fait, votre famille règne sur une population très disparate. Oui, très. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il y a des Ismaéliens? Oh, dans tous les pays, non, mais enfin, dans plusieurs pays, absolument, oui. Alors, ce qui est étonnant avec votre frère, donc le prince Aga Khan IV, c'est qu'il s'est retrouvé à 20 ans imam. C'était très jeune pour débuter. Oui, il était universitaire. On était tous les deux à l'université. Vous étiez aux États-Unis, je crois. À Harvard. Oui. Absolument. Et du jour au lendemain, il a été proclamé... Voilà, on est rentrés, mon grand-père était malade, et nous étions rentrés tous les deux. Et puis il avait l'air d'aller un peu mieux, donc moi je suis retourné à l'université pour tâcher de rattraper le temps qui m'était perdu. Et justement, à ce moment-là, il meurt. Alors je suis revenu vite en Europe pour retrouver mon frère et tout ça. Oui, car vous avez pratiquement fait vos études avec votre frère qui a 1 an de plus que vous. Mon frère, en fait, 9 mois moins 1 jour de plus que moi. Oui. Mais il y a une complicité qui ne s'est jamais démentie au fil des années. Oui, je pense, parce qu'on a toujours tout fait ensemble. On est partis ensemble en début de la guerre au Kenya, en Afrique. Donc, nos classes en bas âge ont été ensemble.
Nous sommes allés au Rosé, à l'école au Rosé en Suisse ensemble, à Harvard ensemble, et grand-père nous envoyait très souvent faire des choses pour lui ensemble. Voilà. Mais c'est des choses pour lui, c'est-à-dire que c'est une véritable formation, que ce soit à l'Agacan ou vous-même, Votre Altesse. Oh, je ne dirais pas que c'était une vraie formation, mais enfin, grand-père nous en parlait, et puis nous a envoyé regarder ceci, cela, lui faire des suggestions. Alors, effectivement, votre grand-père, qui était Karim Agacan III, il a commencé son règne à l'âge... C'est pas Karim Agacan. L'Agacan III, pardon, excusez-moi. Il a démarré son règne à l'âge de 8 ans. Pardon? Il a démarré son règne à l'âge de 8 ans. Oui, très jeune. C'est-à-dire, c'est très jeune quand même pour devenir Agacan. Ben, mon frère était très jeune aussi, au fond. Oui. Puisque c'est universitaire. Oui, mais 8 ans, c'est encore plus jeune. Oui, encore plus jeune, c'est vrai. Et il a eu un parcours incroyable, c'est-à-dire que il a dîné avec la reine Victoria. Oui, absolument. Et qu'il a fait commandeur de l'ordre de l'Empire de l'Inde. Oui, oui. Et d'ailleurs, il avait une mémoire absolument inimaginable. Il se souvenait de pratiquement tous les menus qu'il avait jamais mangés avec la reine Victoria. C'est incroyable. Fasciné, oui. Même pas écrit, dans sa tête. Dans sa tête, incroyable. Oui. Et il vous racontait comme ça, c'était une transmission qui se préparait? Oui. Oui, il nous parlait très souvent des choses, et quand on était très jeune, moi je me souviens, il nous avait envoyé, je pense que je devais avoir dans le genre 12 ans, 13 ans, une chose comme ça, et nous avait envoyé en Afrique pour regarder nos écoles en Afrique et lui faire des suggestions sur les curricula dans nos écoles. Et ce qu'on faisait, en fait, enfin, moi ce que j'ai fait, c'est de comparer le curriculum des écoles que je visitais, de nos écoles, avec le curriculum que j'avais osé. Et de faire une comparaison de jeunes enfants là-dessus. Alors, l'Agacan III est à l'origine de réformes qui ont permis des développements économiques dans des pays qui en avaient besoin. Oui. Comment est né justement ce désir de faire le bien, de jouer les mécènes dans ces pays qui manquaient de temps, Votre Altesse? Oh, je pense que ça a toujours été une tradition des Ismaélis de tâcher de faire du bien aux gens qui les entourent, partout. C'est que faire du bien en même temps, c'est aider, faire du bien, voilà. Le volontarisme, si on veut, dans un genre. Oui, mais en même temps, vous avez fait le bien au-delà de ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, que ce soit l'Agacan 4 vous-même ou l'Agacan 3, c'est du mécénat avec beaucoup d'argent pour aider des peuples qui en avaient besoin. Oui, je pense. Mon frère a inventé la phrase qualité de la vie et que un de nos objectifs majeurs, c'est d'améliorer la qualité de vie, non seulement des Ismaélites, mais des gens qui les entourent. Voilà. Alors, il y a des pays comme l'Inde ou l'Afrique où il y avait absolument rien. Je m'oriente dans quel sens? Vous manquez beaucoup de choses, vous avez apporté beaucoup de choses dans l'école. Oui, il manquait des choses, c'est vrai. Et manquait... C'est l'époque coloniale, donc nous on a fait certaines écoles dans certains endroits, dans des villages, dans des endroits où peut-être qu'ils n'étaient pas des centres à l'époque, des centres médicaux, des écoles, etc. Oui, en même temps, aujourd'hui, dès que quelqu'un fait quelque chose, il en parle dans tous les journaux, vous avez fait 100 fois plus sans jamais en parler. On n'a pas eu, je pense, vraiment l'instinct de faire une pub, une autopub. Oui. Mais en même temps, il fallait le faire. Tout ce que vous faites, c'est du travail en permanence. Faut tout suivre. Oh, ça c'est su localement et ça se sait localement. Je pense qu'on n'a pas besoin de chanter ses bienfaits. L'Agacan, encore une fois, qui est un nom mythique, c'est à la fois un chef spirituel, un homme d'affaires et un mécène. Oui. Parce que pour être mécène, faut être homme d'affaires. Oui. Faut surtout que le produit justifie l'investissement. Oui, exactement. Mais ça veut dire aussi une réflexion permanente sur le choix des aides. Oui, tout à fait. Et votre frère le fait, est-ce que vous y participez aussi? Oui, absolument. Oui. Mon frère était de ce côté-là infiniment créateur, si je puis dire. Puisqu'il a inventé pratiquement toutes nos institutions actuelles qui forment le réseau de développement. Voilà, qui est une sorte de fondation dans laquelle il y a plein de sociétés qui aident dans le monde entier. En fait, la fondation, qui elle fait une masse de choses pour la société, il y a la culture avec une branche séparée, il y a le développement économique avec encore une branche séparée, il y a la microfinance avec une troisième branche séparée, etc. C'est un réseau, je crois, de 80 000 personnes.
Pardon? 80 000 personnes, apparemment, qui travaillent pour vous. Une chose dans le genre, oui. Mais comment on fait pour diriger 80 000 personnes, Votre Altesse? Vous dites ça avec une modestie incroyable. C'est-à-dire que je connais personne qui en fasse autant que vous, aussi discrètement. Non, on a toute une structure, n'est-ce pas? Une structure qui gère. Et ça se passe bien. Toujours du bois, oui. Et puis ça demande aussi des liens avec les chefs d'État. On a vu des photos de votre frère ou de vous-même avec les Kennedy, comme avec Emmanuel Macron. Absolument, oui. On a entretenu toujours de très bonnes relations avec les chefs d'État. Et pourquoi? Simplement parce qu'on discutait avec eux la plupart du temps de ce qu'on pouvait faire pour aider leur population. Oui. Mais c'est une volonté d'aider, c'est encore une fois. Donnez-moi un autre exemple que celle de votre famille Lagacan pour aider autant de gens. Je sais pas. Alors, il y a aussi des traditions qui ont disparu, heureusement. À une époque, je crois que votre grand-père avait reçu, pour son jubilé, son poids en lingots d'or. C'est vrai, c'est une chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Oh, c'était une chose qui était typique des Maharajas indiens. Oui. Et mon frère et moi étions toujours vaguement inconfortables avec ça, parce que c'était une de ces cérémonies qui prêtait à mauvaise interprétation et à blague. Oui. Alors on a décidé que une fois que mon frère avait succédé au grand-père, il n'allait plus le faire. Mais c'est une façon très utile de réunir des fonds. Oui, et pour ensuite les redistribuer. Voilà. Alors, il y a l'Agacan et puis il y a la Begum. On va en parler avec une autre date, le 3 août 1949, avec le prince Amin Aga Khan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité le prince Amin Aga Khan. Alors, on a expliqué pour ceux et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Aga Khan, c'est-à-dire que c'est un titre héréditaire mais honorifique qui vous permet de faire du mécénat un peu partout. Une chose que je soulignais, c'est que malgré tout, faire du bien, améliorer la qualité de vie des Ismaéliens et des gens qui les entourent, fait partie du travail de base de l'imam. Oui. C'est pas une chose de mécénat d'un individu. Ça fait partie de notre travail de base. Oui, mais pour le non-initié, c'est du mécénat. Un petit peu quand même. Je sais pas. Mécénat, on peut être mécène ou pas mécène. Oui. On peut donner une année et donner un peu moins l'année suivante. Et pas du tout après. Voilà. Alors que chez nous, non, ça fait pas partie de notre raison d'être, quelque part. Exactement, de tout ce que vous avez fait et d'être là pour le bien des autres. Oui. C'est le principe de votre philosophie de vie. Oui. Alors, il y a une date, le 3 août 1949, qui a marqué l'histoire parce qu'on a vu à la une des journaux le vol des bijoux de la Begum. Ça a été quelque chose d'hallucinant à l'époque. Ça a été un casse qui a été fait, je crois, quand l'Aga Khan 3 était en voiture pour aller à l'aéroport avec avec la Begum, et deux personnes sont intervenues dans la voiture, 5 personnes, et ont volé les bijoux. Voilà. Je pense que c'était une chose. Le grand-père n'a même pas été particulièrement inquiet ni quoi que ce soit. Elle portait ses bijoux avec elle parce qu'elle avait besoin. Je pense qu'ils allaient à Paris ou je sais pas où. Oui. Et l'unique chose dont je me souviens, et qui était assez drôle en fait, quand ils avaient enlevé la boîte de bijoux de la Begum, grand-père les a rappelés. Il a sorti un billet de sa poche. Il dit, vous avez oublié votre pourboire. Oh, c'est extraordinaire, ça. Ce qui demandait tout de même un certain courage, parce que, bon, si ça avait été des gens de mauvais esprit, on aurait pu les remercier de leur remarque de façon très, très physique. Alors, les journaux à l'époque ont titré, Votre Altesse, que c'était le braquage le plus spectaculaire depuis la fin de la guerre. Je pense, et en plus, c'est remonté sur des niveaux politiques et tout ça. Parce que c'était la Begum, parce que c'était l'Aga Khan. Non, parce que ça avait été, si je mon souvenir est bon, ça avait été plus ou moins organisé par l'administration locale. Oui, en fait, si vous voulez, il y a eu 5 personnes qui ont été arrêtées. Curieusement, ils ont été arrêtés quelques jours après. Ça s'est bien passé de ce côté-là. Et on s'est aperçu que l'un des informateurs était l'amant d'une domestique de l'Aga Khan. Ça, je ne sais pas. Un certain Lindsay Watson, qui a été arrêté aussi, et qui a vu la Légion d'honneur, et ils sont retrouvés 4 ans plus tard avec des années de prison, et l'affaire a été enterrée. Mais c'est vraiment qu'à l'époque, c'est rare qu'on parle de la Begum. C'était une des premières fois où on parlait de la Begum.
Oh, je pense qu'elle avait été tout de même relativement célèbre avant. Oui, mais en même temps, la Begum, pour les non-initiés, c'est la femme de l'imam. Oui. Enfin, elle ne passait pas inaperçue. Non, mais en même temps, c'est la tradition, le nom de la Begum est une tradition. Oui. Alors, elle a crié, paraît-il, ciel mes bijoux, lorsqu'on lui a volé. C'est ce que la légende raconte. Je n'étais pas là pour écouter. Voilà. Et on raconte aussi qu'Hergé a créé les bijoux de la Castafiore, ciel mes bijoux, en souvenir de cette aventure. Et il détestait en plus la Calas et voulait se moquer d'elle à travers ce personnage de la Castafiore. Alors la Begum à l'époque, c'était Yvette Labrousse qui était une Miss France, une des premières Miss France. Voilà, oui. Vous l'avez connue? Oui, très bien. Elle était très gentille avec nous, et surtout avec moi, je dois dire, parce qu'à une époque, j'avais toujours eu la même taille que mon frère, bien que nous ayons 9 mois de différence. Vous ressemblez étonnamment. Oui. Et tout d'un coup, j'ai cessé de grandir. J'étais paniqué. J'avais peur de rester trop petit, etc. Mon frère continuait à grandir, et moi, je suis resté statique. Et à chaque fois que j'allais la voir grand-père et elle ensemble, elle me mesurait à côté d'elle. Et elle me disait, ah, mais tu vois, tu arrives maintenant à mon nombril, mais tu vois, tu es presque à mon épaule. Et c'était très gentil comme façon d'être. En fait, elle avait été au départ première dauphine de Miss France. Elle était trop grande, elle faisait 1m83. Elle était très grande. Très grande. Et elle a été élue Miss France 1930. Et à l'époque, on appelait ça pas Miss France, on l'appelait, ça avait un autre nom parce que c'est la plus belle femme de France. Ah bon. Et je crois que c'est en tournée en Égypte qu'elle a rencontré votre grand-père. Quand elle représentait le monde, elle l'a rencontré en Égypte et ça a été un couple. Ils se sont mariés en octobre 44 et je crois que l'amour a été si fort qu'elle a dressé un mausolée à votre grand-père, votre Altesse. Oui, elle est enterrée à côté de lui dans le mausolée en Égypte. Voilà. Et c'est vrai que c'était aussi des obligations mondaines, des obligations précises à cette époque-là. C'était une vie qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Elle partageait sa vie de façon extrêmement aimable et gentille. Et même avec nous, enfants, par exemple, si on disait aller voir grand-père, quand on partait, elle disait toujours à grand-père, n'oublie pas leur argent de poche. Voilà. Très gentil. Effectivement, et puis elle était en plus très très belle. Et puis il y a une autre Begum qui a défrayé la chronique. Écoutez sa voix. Well, no, he got me doing it. Rita Hayworth, la déesse de l'amour. Là aussi, ça a été une histoire invraisemblable. Elle est tombée amoureuse de Alican, qui aurait dû être d'ailleurs le successeur de l'Agacan 3. Je ne sais pas, vous savez, c'est la décision de l'Agacan qui va le succéder. Il a son choix est libre. Voilà. En même temps, l'Alican 3 avait eu cette histoire d'amour avec Rita Hayworth, qui était la plus grande star hollywoodienne à l'époque. Il y a eu le mariage qui s'est déroulé sur la Côte d'Azur, une fête à Cannes. À Valoris, surtout. À Valoris. Vous y étiez, c'était une fête somptueuse. Oui, bien sûr. Oui, c'était une fête somptueuse. Somptueuse, je ne suis pas sûr, mais en fait, c'était une fête tout de même. Il y avait énormément de membres de la presse. Voilà. Parce que Rita Hayworth, à l'époque, elle avait tourné Gilda. Et elle était tellement célèbre qu'on avait vendu un disque sur lequel, à travers un stéthoscope, on écoutait les battements de cœur de Rita Hayworth. C'est extraordinaire. Ça, je ne savais pas. Voilà. Alors, il se trouve que elle a été présentée, je crois, au Prince Alican par la reine des chroniqueuses américaine qui s'appelait Elsa Maxwell. Et c'est vrai que ça a été une histoire d'amour qui a duré peu de temps, mais qui a défrayé la chronique. Oui, absolument. Elle était tellement connue. Oui. Oui. Mais c'était pas exactement ce que souhaitait votre famille, d'avoir des gens connus. Elle a été acceptée par la famille, normalement. Ils ont eu ma demi-sœur ensemble. Et puis, elle n'est pas très heureuse. Je pense que tout le petit monde de mon père et de mon grand-père et tout ça était un monde tellement étranger qu'au fond, elle n'était pas très confortable là-dedans. Mais enfin, le mariage a quand même été un événement. Écoutez cet extrait. Valerie near Cannes was recently the center of attraction for all filmgoers, for it was here that Rita Hayworth's wedding La took cérémonie place. qui a été filmée à Valoris est l'une des plus suivies dans les salles de cinéma à l'époque lorsqu'on passe les actualités. Ah bon? Ça faisait rêver les gens. Ah bah oui. Et c'est vrai qu'il y avait une fête à Golfe-Juan, au Château de l'Horizon, où il y avait 30 000 roses, 450 litres d'eau et Yves Montand qui avait chanté. Vous aviez assisté au concert d'Yves Montand? Oui, absolument. Il débutait à l'époque. Oui.
Et vous aimiez ce genre de chanson? Vous aimiez la chanson française? Ah oui, absolument, oui. Alors, ça n'a pas été très simple, puisqu'ils ont divorcé assez rapidement, et le prince Alicant va vivre d'autres histoires. Je crois que dans votre famille, encore une fois, quand on aime la discrétion, avoir un prince qui défraie la chronique, c'est pas ce que vous souhaitez le plus. Je ne peux pas vous dire que ce soit arrivé très souvent. Non, c'est le seul exemple. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait... C'est un peu ce qui suit, si on épouse une dame ou qui est célèbre. Voilà. Si c'était une fille qui avait épousé un homme célèbre, il y aurait plus ou moins la même chose, je suppose. Vous avez des souvenirs de personnalités qui venaient la voir? Oui, de gens qui sont venus la voir, enfin qui venaient voir elle et mon père. Je ne sais pas, je pense qu'elle avait été surtout très admirée pour ses qualités de danseuse. Oui. Fred Astaire avait toujours dit que c'était son partenaire rêvé. Oui. Que c'était de toutes les personnes avec lesquelles il avait dansé, y compris Ginger Rogers, qu'elle avait été la meilleure. Elle a fait 2 films avec lui. Elle a fait plusieurs films avec lui qui ont été quelque part gardés plus ou moins en cachette pendant des années et qui finalement ont été released et sont repassés devant le public. Mais Fred Astaire disait qu'il avait tendance à chorégraphier devant la caméra, comme ça, sans préparation. Il disait qu'il ne pouvait pas chorégraphier quoi que ce soit sans qu'elle puisse suivre. Oui. Qu'elle pouvait suivre tout. Ah, c'était une mécanique totale. Oui. Fred Astaire, il mettait 3 mois pour une séquence de 3 minutes. Voilà. Alors je pense que ça a beaucoup aidé évidemment à tout ce qui était tout ce qui était publicité, tout ce qui était sa réputation. Et elle avait été quelque part le grand chouchou des GIs pendant la guerre. Exactement. Oui. Et malheureusement, elle a mal fini. Ça peut arriver dans cet univers-là. Autre date importante qui vous concerne et qui est très récente, c'est le 25 septembre 2022. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec le prince Amin Aga Khan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, le prince Amin Aga Khan, donc le frère de l'Aga Khan IV, que nous avons évoqué tout à l'heure avec votre grand-père Aga Khan III. Maintenant, on va parler un peu de vous aussi, parce que vous avez un parcours quand même qui n'est pas atypique. Le 25 septembre 2022, j'ai choisi cette date, elle est très récente, parce que vous êtes à Toronto pour inaugurer l'Aga Khan Boulevard. Voilà, oui. Oui, ben le maire de Toronto a gentiment renommé une partie de la rue qui monte à notre musée, le boulevard Aga Khan. Oui, c'est ce qu'il y a un musée Aga Khan là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Ben surtout des œuvres d'art du monde islamique. La majeure partie venant, enfin l'origine, la majeure partie étant à la collection de feu mon oncle, le prince Sadruddin. Oui, mais c'est une collection très importante car on a toujours collectionné dans votre famille. Toujours, oui et non. Oui et non. La grande majorité, c'est surtout la collection du prince Sadruddin. Et puis mon frère a donné des choses, moi j'ai donné des choses. On a rajouté des choses qui avaient appartenu à mon grand-père, bien entendu. Bon, ça demeure un petit musée avec une petite collection pour l'instant. Oui, mais en même temps, c'est une collection sur le monde islamique qu'on connaît mal finalement, qu'on découvre dans ce musée. Ben, on a des relations maintenant avec d'autres musées. On fait de plus en plus d'expositions temporaires avec d'autres musées. Et ça, évidemment, le musée est tout jeune. Il faut tout de même un certain temps pour qu'un musée puisse s'établir. En plus, un musée, surtout avec des œuvres d'art du monde islamique à Toronto, n'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire connaître. Vous avez choisi ce musée parce que ça correspondait aux 50 ans de l'arrivée de votre communauté au Canada. Oh, c'était une des raisons. Alors, on avait justement un terrain là-bas qui était assez grand pour pouvoir contenir le musée. Et en plus, le Canada a toujours été d'une immense gentillesse et pluralisme avec nous. À chaque fois qu'on a eu des migrants qui ont cherché un endroit, le Canada les a accueillis, les bras ouverts. Surtout à l'époque de Idi Amin Dada, quand ils avaient été quelque part chassés de l'Ouganda, qui sont partis très vite. Ils sont arrivés au Canada, ils ont été d'une facilité bonhomme. Moi, j'étais parti avec un monsieur qui travaille pour mon frère. Et dans l'espace d'une semaine, on avait organisé tout ce qui était finance pour les accueillir, un centre qui pouvait les conseiller ou travailler, comment travailler.
etc. Ça a pris exactement une semaine. C'est inimaginable. Idi Amin Dada était un dictateur total en Ouganda qui le soir regardait les films de Walt Disney chez lui. C'est assez étonnant. Moi, je ne sais pas, il est venu ouvrir un bâtiment qu'on avait fait à Kampala. Et moi, ça m'a très choqué. Il est venu dans un t-shirt. Et sur son t-shirt, il y avait sa propre image, sa propre photo. C'est fou, hein? Oui. Il a d'ailleurs écrit des mémoires qui ont été interdites, qui ne sont jamais sorties, en plus. Mais alors, quand vous parlez des migrants, les migrants, bon, on parle des migrants aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ceux dont vous parlez, Votre Altesse. Ils sont partis, il y a certains qui sont partis parce qu'ils voulaient aller au Canada, mais le groupe ougandais est parti parce que ils avaient été chassés de l'Ouganda et ils sont partis là-bas. Bien sûr. Alors, ce musée, et il y a aussi un parc à Cacan, je crois, à Toronto. Voilà. Qui entoure le musée, qui sépare le musée du centre Ismaili juste à côté. Alors, c'est justement un symbole de ce que doit représenter la philosophie de votre famille. Ce sont des espaces de compréhension et de dialogue pour rassembler les personnes de différentes confessions. Voilà. Le pluralisme, qu'on utilise beaucoup maintenant, a toujours été quelque chose, un principe de base. Oui, mais en même temps, on en parle aujourd'hui, mais vous avez été des précurseurs, les Aga Khan. Oh, je sais pas si on a été des précurseurs, mais en tout cas, ça a toujours été un élément essentiel. Oui, mais en même temps, à l'époque, quand vous faisiez du pluralisme et que personne n'en parlait, il n'y avait que vous. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour vous, c'est important, ce pluralisme? Oui, c'est essentiel. Je pense que nous avons beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Oui. Mais il suffit de les regarder, de les reconnaître. Mais ça, c'est la théorie de base, en plus, de la philosophie des imams. De la philosophie des Ismaélis, la philosophie à mon avis, de presque tous les gens qui réfléchissent un peu. Je pense que c'est une erreur de penser, de confondre préjugés et intellectualisme. Oui, et on le fait un peu trop aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a des préjugés qu'on est intellectuel. Non. Mais au contraire, c'est l'inverse. Mais en même temps, est-ce que ce pluralisme aujourd'hui, il n'est pas un peu dévoyé? Non, pourquoi? J'ai l'impression que tout le monde parle de pluralisme sans savoir ce que c'est. Je ne sais pas. J'en suis pas conscient. C'est un mot que j'utilise de temps en temps parce que ça fait un peu lourd. Enfin, je ne sais pas. Reconnaître, accepter les différences, reconnaître des ressemblances avec les différences, ça fait partie du bon sens. Oui, mais en même temps, vous étiez en avance sur votre temps, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Vous l'avez fait bien avant, avec votre frère, la 44. Non? Honnêtement, je ne sais pas. Non, bon, en même temps, je peux vous dire que c'est vrai. Alors, vous avez aussi, Prince Amin, vous avez travaillé aux Nations Unies au départ. Pourquoi et comment? Pendant 3 ans, quand mon frère avait succédé à grand-père, moi je suis retourné finir mes études aux États-Unis, etc. Parce que j'avais perdu 1 an et demi avec tout ça, des allers-retours et puis grand-père malade et revenir. Et puis ensuite j'ai fait graduate school par la suite. J'ai pensé que je voulais faire quelque chose d'indépendant, marcher de mes propres pieds, mes propres jambes. Et donc, je suis allé et j'ai été recruté. Tout ça, c'est une histoire assez drôle, en fait. J'ai été recruté par les Nations Unies dans un ascenseur à Paris. Ah bon? Oui. Racontez-moi. Je m'étais présenté à d'innombrables interviews à New York et ailleurs pour trouver un travail. Et on me disait à chaque fois que avec mon éducation et tout ça, il aurait fallu que je sois professeur d'école. Or, pour mon diplôme, j'avais dû enseigner pendant 2 ans. Et donc, je disais, mais si je voulais être professeur d'école, je ne serais pas ici. Je suis ici parce que c'est pas nécessairement ce que je veux faire comme carrière. Et puis finalement, après je ne sais combien d'interviews, je reviens en France et je vais me faire interviewer, par l'UNESCO. Et en sortant de l'interview, moi, assez hésitant à ce moment-là de si oui ou non l'UNESCO allait d'abord chercher à me recruter, et ensuite si vraiment c'était ce que je voulais. Je rentre dans l'ascenseur et un monsieur d'un certain âge se met dans l'ascenseur et me dit vous travaillez ici? Je dis non. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites? Je dis je suis venu pour être interviewé pour un poste. Il me dit mais ça vous intéresserait de travailler pour les Nations Unies? Je dis oui. À New York? Je dis je viens de New York.
Il me dit, oh bah écoutez, et ça s'est fait comme ça, dans l'ascenseur. Incroyable. Oui. Et vous avez Il travaillé... n'a même pas demandé mon curriculum vitae. Et vous avez travaillé pendant plusieurs années avant de revenir rejoindre votre J'ai frère. travaillé pendant 3 ans là-bas. Et puis après 3 ans, je suis revenu en 68 me retrouver mon frère. Parce qu'il fallait il y avait beaucoup de travail dans les institutions Il y avait familiales. beaucoup à faire, mais j'avais l'impression qu'il avait besoin de moi. Et moi, les Nations Unies ont été adorables avec moi. Je dois dire, ils ont été d'une gentillesse folle. Ils voulaient pas tellement que je parte. Mais j'avais l'impression que en fin de compte, ma tranquillité serait d'être avec lui et de partager, de l'aider comme je pouvais dans son travail. Oui, parce que finalement, vous avez présidé le développement économique du fonds Aga-Khan, c'est énorme comme travail. Ça consiste en quoi? J'ai fait beaucoup de ça, beaucoup de tout ce qui était culturel. Non, j'ai eu la main un peu partout. Oui, mais en même temps, c'est un énorme travail parce qu'il faut superviser ces 80 000 employés dont on... Bah oui. Et comment on fait? Ça demande à voyager beaucoup, ça demande à... Oui, ça demande énormément de voyages, d'autant que dans tellement de ces pays où on a travaillé, le travail se fait le mieux si on est soi-même présent pour le voir. On peut donner des ordres de l'étranger, on peut gérer l'étranger, mais certaines décisions sont plus confortables, prises là même où on a besoin d'une décision. En même temps, vous avez dirigé une chaîne d'hôtels, Oui. qui est une chaîne d'hôtels de luxe Serena, qui est en Afrique notamment. Ça a commencé en Afrique, maintenant qu'il est un peu partout. Mais ça avait commencé... oh là là, tout ça a été mélangé un peu avec la Costa Esmeralda. Un de mes accords avec mon frère, c'était que je viendrais travailler avec lui sur absolument tout, sauf la Costa Esmeralda. Je n'étais pas tellement sûr que je voulais travailler sur la Costa Esmeralda parce qu'il y avait autour de lui certaines personnes avec lesquelles je m'entendais pas tellement bien et j'avais peur d'avoir des discordes. Et puis, mon frère, typiquement, au bout de X nombre d'années, je crois de 2 ans, m'a dit, oh, Amine, est-ce que ça t'embêterait de jeter un coup d'œil sur... Voilà. Donc, je me suis retrouvé là-bas et une des choses sur lesquelles il fallait jeter un coup d'œil, c'était justement les hôtels. Et lui et moi avions décidé que nous voulions lancer également du tourisme comme entreprise intéressante pour les Ismaéliens. Pas que du commerce et autre chose, mais du tourisme, parce que le potentiel touristique est gigantesque. Et alors, c'est comme ça que j'ai commencé les hôtels là-bas. Et en même temps, tout ça, c'était des fonds à ramener pour le fonds Aga-Khan pour aider ceux qui en ont besoin. Ça a été très utile, bien sûr. Parce que les profits de ces choses économiques, entre guillemets, ont pu aider à faire des choses qui étaient des hôpitaux et des écoles qui ne sont pas visiblement économiques. Voilà. Mais c'est ça aussi le secret de la Fondation Aga-Khan, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'autres qui font des profits qui distribuent aux actionnaires, vous distribuez aux gens. Mais oui. C'est pas la source des fonds qui était important, c'est l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Et puis vous opposez aux passions personnelles, Prince Amine, et l'une d'entre elles est évoquée par une chanson. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un trompe-misère. Un jardin sur la terre, Serge Lama, qui a représenté la France à l'Eurovision en 71, qui a terminé 10e, on s'est encore trompé. Et les jardins, je crois que ça fait partie de votre vie aussi, Prince Amine. Oh oui, c'est comme l'architecture. Puisque j'ai dû pratiquement... Bon, bien sûr que j'ai travaillé avec des architectes, mais enfin, je vais mes propres idées sur comment un hôtel, par exemple, dans le Mara, au Kenya, devait avoir l'air. Je voulais pas que ce soit une chose étrangère. Et donc, j'ai insisté qu'on aille regarder les structures des Maasai pour pouvoir reproduire ça sous forme de lodge, de pavillon, dans le Mara, et ainsi de suite. Donc, j'étais mêlé immédiatement à l'architecture. Je ne suis pas architecte. J'aurais en fait adoré être architecte, mais je ne le suis pas. Mais par contre, j'ai été mêlé à l'architecture, mais de façon intime, non seulement en Sardaigne, mais en Afrique, au Pakistan et ailleurs. Et en même temps sur ces jardins. Et sur les jardins, bien sûr. Et là aussi, aujourd'hui, on parle de jardin, on parle d'écologie et de nature. Vous aussi, vous avez préservé, avec ce fonds Aga-Khan, des jardins bien avant tout le monde. On a préservé, puis on a créé. Oui. On a créé beaucoup aussi. Parce que vous avez voulu que dans les villes même, on crée des jardins. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y va d'une psychologie un peu saine, d'avoir un peu de nature autour de soi. Je pense que les immeubles qui n'ont pas de verdure autour du tout sont des endroits où on ne doit pas s'étonner que les habitants aient des problèmes psychiques.
Mais en même temps, on le découvre aujourd'hui, et d'ailleurs de plus en plus les jardins ont importance avec l'écologie. Vous l'avez découvert un peu avant tout le monde. L'écologie, oui, c'est essentiel. Ce qui m'intéressait, je dois dire, à l'époque, quand j'ai commencé tout ça, est de faire des jardins qui étaient appropriés aux endroits où on les faisait. Donc, utiliser la nature locale dans la mesure du possible, des dessins qui étaient appropriés aux endroits-là, etc. Et c'est un exemple à suivre aujourd'hui, peut-être, non? Ah, moi, j'ai continué à faire ça gentiment tout le temps. Oui. Mais peut-être que d'autres devraient suivre votre exemple, Prince. Non? Je ne sais pas. Vous savez, le tourisme a été un peu également une chose qui a des résonances énormes, car il fallait bien engager des gens pour travailler dans ces hôtels. Oui. Donc, on a engagé les locaux. Donc, ça faisait du travail pour tout le monde. Ensuite, on pouvait utiliser les hôtels pour aider les villages, les villageois d'à côté. Oui. Si on devait repeindre une partie d'un hôtel, le peintre pouvait aller faire repeindre l'école voisine du village, et ainsi de suite. Si on devait faire le jardin là-bas, on va aller faire un petit jardin dans le village, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon très facile d'agrandir la sphère de bienfaits. Oui, et en même temps, c'est un modèle de société idéal qu'on devrait suivre, non? Idéal. Je me flatte pas d'être idéal. Non, mais vous avez quand même fait beaucoup de choses et vous continuez. On en parle avec une autre date, le 9 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec le prince Amin Aga Khan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, le prince Amin Aga Khan. Les Aga Khan, on a expliqué ce que c'est, combien vous faisiez le bien dans le monde entier avec des affaires qui se transformaient en mécénat. Et puis, il y a l'art. Et donc, le 9 novembre 2022, s'ouvre à Paris le salon Fine Arts Paris et la Biennale au Carrousel du Louvre. Et vous êtes membre du comité d'honneur et ce sont des choses qui, pour vous, sont importantes aussi. Oui, absolument. J'ai toujours adoré tout ce qui était les arts. Je suis, entre guillemets, collectionneur. Et donc, à travers ça, automatiquement, j'ai eu des rôles dans différentes choses. J'étais sur le comité d'achat du Louvre pendant une période. Je suis un ami du Louvre, etc., etc. Oui, mais en même temps, justement, que ce soit le comité du Louvre, et pour choisir les bons tableaux et les œuvres d'art qui peuvent intéresser les gens, c'est pas simple. Ah non, surtout, c'est comme moi, on n'a eu absolument aucune éducation dans l'histoire de l'art ou dans les arts. Jamais. Jamais, non, c'était une des grandes faiblesses de l'école où j'étais, à l'époque. Je ne sais pas s'ils l'ont corrigé maintenant, mais il n'y avait aucune éducation dans les arts. C'est une chose que j'ai toujours regretté. Je considère que tous les jeunes gens doivent faire des études de culture, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'art. Mais à mon avis, c'est une chose essentielle, même à un très bas âge. D'ailleurs, la musique, vous l'avez aussi appris. Vous auriez presque pu devenir un musicien. Ah, moi, heureusement que j'ai joué au piano, absolument. J'ai commencé par pur hasard. J'ai joué au piano jusque je suis rentré en 68 pour rejoindre mon frère. J'ai cessé de jouer au piano sérieusement dans les années 70 parce que j'avais plus assez de temps pour m'exercer et que il y a tout de même un côté physique dans le piano et jouer Furélise pour le restant de ses jours n'était pas nécessairement ce que j'avais envie de faire. Non. D'ailleurs, je crois que vous avez même vu Edith Piaf sur scène à Nice. Oui, c'est vrai? Elle était fantastique, oui. C'était la fin de sa vie. À Nice, c'était absolument génial. Bon, elle était très fatiguée à l'époque. Elle avait un truc fantastique pour aller sur scène et se faire applaudir. Elle avait 20 ans quand elle était sur scène, alors que c'était une vieille dame. Elle avançait tout droit jusqu'au milieu et elle revenait en tournant à droite. Et plus comme ça durait longtemps. Elle se faisait applaudir longtemps avec son arrivée. Ah, moi, ce qui m'avait frappé, elle avait le cœur dans la voix. Oui. Elle a une voix totalement émotionnelle. Et aujourd'hui, c'est une icône totale dans le monde entier. Ouais. Alors, j'en reviens à ce salon Fine Arts. En fait, c'est un salon qui est l'alliance de deux entités. C'est-à-dire, c'est un jeune salon Fine Arts et en même temps la Biennale des Antiquaires. Qu'est-ce que c'est exactement tout ça? La Biennale avait des problèmes pendant 2 ans. C'était un peu dommage. Ce genre à mon avis, Paris mérite d'avoir tout de même un salon. C'est tout de même un centre, si je puis dire, culturel. C'est un centre d'objets d'art, un centre de meubles anciens, un centre de tableaux, etc., etc. Donc, à mon avis, avoir un salon à Paris est une chose qui, au fond, s'impose.
Pour que le salon soit un succès, il faut que tous les galéristes et tous les antiquaires travaillent ensemble. On peut pas avoir des petites divergences et des tiraillements. La Biennale, maintenant fusionnée avec Fine Arts Paris, j'espère, aura justement cette espèce d'appui et que la combinaison rencontrera le succès auquel vraiment il devrait être voué. Parce qu'au départ, quand je crois André Malraux a créé la Biennale en 1956, c'était un événement mondial. Oui. C'est-à-dire que l'art était considéré. Moi, j'ai bien aimé la Biennale, j'ai trouvé ça excellent. Toujours très problématique pour l'organisation, ça c'est tout à fait, c'est vrai. Mais je trouvais l'idée excellente. Je suis un grand fan de Maastricht, par exemple. Je vais tous les ans à Maastricht, je trouve que ça a apporté énormément de choses. Et comme je vous dis, pour moi, la culture nous réunit, ne nous divise pas. La culture nous montre ce que nous partageons. Pas ce qui nous sépare, oui, mais en même temps ce que nous partageons. Et donc, moi, je suis très, très, très passionné par tout ce qui est culture. Et justement, un salon comme la Biennale, ou comme le salon actuel, a cet objectif-là. Enfin, cet effet-là. En même temps, c'est un salon réservé à une élite, car comme vous le dites, il n'y a pas d'éducation artistique suffisante en France, Votre Altesse. Réservé à une élite, je ne sais pas, vous savez. Des amateurs d'art. Moi, je suis myope, et donc j'ai toujours dû regarder les choses très soigneusement pour les voir. Je pense que on apprend à regarder quand on apprend à écouter, quand on apprend à toucher. Les sens s'éduquent. Il faut savoir les éduquer. Oui. Et on peut s'auto-éduquer, on peut s'éduquer. Vous savez, des gens peuvent vous éduquer à regarder. Vous vous êtes auto-éduqué. Non, il faut voir et pas seulement regarder. Oui. Et surtout ressentir une émotion. Oui, c'est ça. Les arts sont les enfants de nos émotions. Nous avons tous les mêmes émotions, les mêmes 5 sens. Alors, il y a quand même 86 exposants qui viennent de 10 pays différents, c'est quand même un événement. Oui, absolument. Parce que dans le monde entier, l'art est important et la France... Je pense. De plus en plus. Ça dépend comment il est organisé. Comme je disais, il n'est pas facile d'organiser du tout. Et il faut absolument que tous les gens qui sont dans le monde de l'art collaborent. On ne peut pas avoir des petits tiraillements, des petites guéguerres qui se font. Il faut qu'il y ait un désir national d'avoir une chose qui réussisse. Et Paris, de ce côté-là, est tout de même doté d'endroits merveilleux. Le Grand Palais est un endroit sublime pour faire ce genre de choses. C'est pas toutes les capitales qui ont un Grand Palais. Par exemple, Maastricht à New York, qui était dans un très joli endroit, mais avait beaucoup de problèmes. Des problèmes de circulation, des problèmes de dimension et tout ça. Et là, l'un de vos combats, c'est si vous êtes dans cette aventure, c'est parce que vous pensez que justement le Grand Palais qui va être éphémère et qui va ensuite accueillir la Biennale, ce sont des choses importantes pour l'image de la France et l'image de l'art. Oui. Je pense pour l'image de la France et je pense pour les Français eux-mêmes. Et pour le marché des antiquaires et des galéristes ici à Paris. Parce que il y a les galeries, mais il y a aussi les tableaux, il y a les objets anciens, les meubles anciens et les bijoux. Vous vous intéressez à tout, vous regardez un petit peu tout? Moi, je regarde un peu tout. Je vous avouerai que je suis moins passionné personnellement par les bijoux parce que je m'y connais pas du tout. Mais les autres, non, je regarde tout, très soigneusement toujours. Et il y a aussi l'art contemporain qui vous intéresse un peu moins peut-être, Votre Altesse. Ça dépend. Il y a certains peintres et sculpteurs que j'aime beaucoup et d'autres qui m'intéressent moins. Voilà. Moi, je me souviens d'un de mes premiers reportages, c'est quand j'étais jeune débutant, c'était les restes du petit déjeuner de Daniel Spoeri exposé au Grand Palais. Je vous avoue que j'ai rien compris. Oh, je pense que si on a une réaction émotionnelle ou une réaction de rêverie ou quelque chose devant un tableau, le message passe. Oui. Mais si on n'a rien du tout, il se passe rien. Et vous-même, vous êtes, je crois, spécialisé dans le XVIIIe siècle. Oh non, je suis pas spécialiste en quoi que ce soit. Non, j'ai collectionné surtout le XVIIIe siècle, car j'ai une maison qui était XVIIIe à l'origine, qui a été refaite au XIXe, mais qui a gardé un look qui est très XVIIIe, et qui est entre deux bâtiments qui, eux, sont XVIIIe. Et donc, je trouvais que le XVIIIe convenait mieux à ses intérieurs que n'importe quoi d'autre. Il y a des boiseries, il y a des cheminées XVIIIe, il y a tout ça.
Voilà. Et puis, vous prêtez des tableaux assez régulièrement, mais anonymement. Non, j'ai toujours prêté au musée français, toujours. Puisque je ne suis pas français, je suis pas résident en France non plus. Et je considère que, cela étant, c'est quelque part une obligation de prêter au musée français, si c'est des choses françaises. J'ai prêté aux Américains, j'ai prêté aux Anglais, j'ai prêté en Italie, mais la plupart de mes prêts ont été à des musées français. Voilà. Vous n'avez jamais exposé toutes vos collections. Non. Ça sert à rien. Non, j'ai exposé une partie, en Suisse, j'ai exposé une partie de la porcelaine au musée Ariana. Je crois il y a 2 ans maintenant. Et quand on voit le public qui se presse dans ce genre de manifestation, on se dit que l'art intéresse beaucoup plus de gens que certains l'imaginent. Ah oui. Beaucoup plus. Vous le constatez aussi? Oui. Et c'est parce que vous voyez le public, parce que vous avez des échos? Non, on m'en parle pas, mais au début on me disait, les jeunes ne viennent jamais dans ce genre de choses, ça les ennuie, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Tous les âges visitent ça et s'intéressent et adorent ça au fond. Et puis il y a une autre chose dont vous vous occupez depuis 2005, je crois, c'est la sauvegarde du domaine de Chantilly. Alors ça fait partie aussi de l'image de la France et il faut dire que l'Agacan 4 et vous avez pris en main tout ça parce que ça en avait besoin. Oui, je pense que oui. C'était, si mon souvenir est bon, c'était en 2005. Que mon frère a signé donc un accord avec l'Institut, qui est propriétaire donc de l'héritage du Gomal. Et qui n'avait plus les moyens de sauver je pense pas aux questions de moyens, mais enfin, je pense que ce qui a stimulé tout ça était que mon frère avait restauré la tribune sur le champ de course. Oui. Et que on avait vu que c'était tellement de mal à restaurer cette tribune, on a pensé qu'il pouvait à ce moment-là gérer peut-être le développement de Chantilly, qu'il a accepté de faire. Le domaine de Chantilly, je crois que il y a le château, mais il y a 7830 hectares, c'est un Chantilly était très compliqué, c'est justement le problème. De savoir identifier ses priorités n'est pas donné à tout le monde. Il y a le château, il y a la maison de Sylvie, il y a le hameau, et il y a le jardin lui-même, il y a les bassins de l'autre, il y a même les canaux. Nous, on avait commencé, si mon souvenir est bon, mon frère avait commencé en refaisant les canaux, parce que les canaux perdaient de l'eau et étaient en très mauvais état. Et voilà. Chaque année, on se donnait une priorité ou 2 priorités, et puis voilà. Et c'est du mécénat, pourquoi faire ça, Votre Altesse? Oh, je pense comme il avait ses bureaux là-bas et tout ça, et toute une installation à Chantilly, c'était une chose qui était dans ses cordes. Oui, et en même temps, il y a une chose que vous ne partagez pas avec l'Agacan, c'est la passion des chevaux de course. On sait que les écuries sont célèbres, mais vous, c'est pas votre truc. Non, parce que ça c'est une question historique. Quand mon père est mort, mon frère m'a hérité des chevaux à 50-50. Et moi, j'étais encore étudiant aux États-Unis. Je me voyais pas en train de gérer un haras et des chevaux de course de Harvard par téléphone. La vision n'existait pas à l'époque. Et j'ai dit à mon frère, franchement, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je peux rien faire. Il a dit, écoute, bon, je vais réfléchir. Et puis, il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, j'ai réfléchi, mais comme c'est une tradition familiale, je vais les garder. Voilà. Et donc, il a pris ma moitié. Et avec ça, il a construit une chose qui est absolument spectaculaire. Il avait également l'équipe qui avait des grands-pères et mon père. Donc, il avait une très bonne équipe. Et je pense que, si je le dis moi-même, ça a été un succès gigantesque. Je pense que il détient plusieurs des records. Oui, je crois qu'il y a 7 victoires au prix de Diane, entre autres. Ah oui, le nombre de derbies en Angleterre et tout ça, je crois qu'il a des records à droite à gauche. C'est-à-dire, quand on écoutait Léon Zitrone commenter les courses, c'était le nom de l'Agacan qui revenait tout le temps, oui. Avec, je crois, casaque verte, toque verte et poulette. Voilà. Ma grand-père, c'était vert et brun, parce que grand-père aimait bien les couleurs de la terre, et mon père a fait rouge et vert. Et on est resté rouge et vert. Voilà. Et en même temps, ça fait partie des légendes de l'Agacan, les chevaux de course. Et c'est une chose importante pour vous, pour votre famille. Ah oui, grand-père n'a jamais traité ça comme étant quelque part le passe-temps des rois. Il voulait d'abord que la race elle-même s'améliore. C'est comme ça qu'il avait commencé.
avait commencé avec des gens qui l'avaient persuadé que produire un cheval de course, un bon cheval de course, était une question génétique et pas du tout de la longueur de la jambe ou de l'épaisseur de la cuisse. Et donc, il avait suivi, c'était une formule presque mathématique, pour justement définir la généalogie et à quel talent envoyer quel jument. Et ça marchait très bien. Voilà. Effectivement, bon, ça fait partie des traditions familiales, comme ce mécénat gigantesque que vous entreprenez, comme ce comité d'honneur du Salon Fine Arts Paris et la Biennale, qui, grâce à vous, et grâce à tous ceux qui travaillent avec vous, est une image de la France. Continuez ainsi, vous allez continuer ainsi sans rien changer, je suis sûr. C'est votre travail quotidien. Je suppose que oui. Ouais, enfin, Mais bien que je ne sois plus tellement jeune. mais oui, mais vous êtes jeune dans l'esprit et justement, vous avez l'aventure en vous, le sang d'aventure. C'est un peu l'avantage quand on vous demande de travailler très jeune. Ensuite, ça devient une espèce d'habitude qui est en dehors du temps. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour raconter la famille de Aga Khan aux clés d'une vie qu'on connaît mal. Vous avez été mon premier prince en 1074 émissions, Votre Altesse. Et grâce à... Frère cadet, n'oubliez pas. Oui, frère cadet, oui. Mais comme prince quand même. Et en tout cas, grâce à vous, on a passé un moment princier. Merci infiniment. Merci à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.